Moi, c'est avec bonjour mesdames, messieurs.
Alors, du coup, on est reparti. Monsieur le maire, ça fait. Je vous invite à prendre place pour que nous puissions commencer ces assises. Voilà. Je sais qu'on m'entend en bas aussi, donc je demande à toutes les personnes qui sont dans le hall de venir se rapprocher et de monter dans l'amphi principal. Et on sera accueilli par M. Pierre Dubois, qui est appelé justement à la barre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Procureur Général de la Cour d'appel de Douai, Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Douai, Monsieur le Procureur de la République de Lille, Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Lille, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les élus, représentants du Conseil régional et général, Madame la Présidente de l'UNAVEM, mon cher Richard, Président du CIAVIC. Eh bien, c'est la deuxième fois, mais c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'honneur de vous accueillir à vous deux, Madame la Ministre, au sein de l'ONPJJ, dont je remercie la directrice d'avoir bien voulu mettre ces magnifiques locaux à disposition de cet événement important qui va vous occuper pendant 2 jours. Vous êtes ici, mais vous avez déjà pu vous en rendre compte, dans un bâtiment industriel magnifiquement rénové, qui est bien à l'honneur et à l'image de la reconquête de nos villes du Nord Pas-de-Calais, et de Roubaix plus particulièrement. Une reconquête et un signe de renouveau, ce qui ne nous exempte pas de travailler sur le fond et sur des sujets ardus. Bienvenue encore une fois, Madame la Garde des Sceaux, chère Christiane Taubira. Vous nous faites honneur, je dirais, vous nous faites doublement honneur, en venant pour la 2e fois à Roubaix, mais en venant ici après avoir défendu avec âpreté, conviction, courage, qui nous fait effectivement honneur, une loi qui restera, eh bien, dans la République comme une loi fondatrice de nouvelles libertés et de nouveaux gains de justice et de solidarité.
Vos assises, mesdames et messieurs, interviennent, est-ce un hasard, en pleine polémique, en pleine polémique sur les atteintes aux libertés publiques et individuelles, partie des États-Unis, la polémique enfle autour de la protection des libertés publiques et même de la souveraineté des États. On ne pouvait pas trouver meilleure mise en bouche pour ces assises. Et nous voit bien ici, avec cette actualité brûlante, la révolution numérique, porteuse de progrès, recèle aussi des côtés plus sombres et bien des dangers. Et cette actualité donne des réalités tout son sens aux 2 jours de travail qui vous attendent. On le sait, c'est une évidence maintes fois rappelée, le développement numérique est venu profondément transformer nos sociétés. Il contribue d'abord à transformer les rapports sociaux et la sociabilité de chacun. Il contribue à transformer les modèles économiques de nombreux secteurs, par exemple en matière culturelle, dans le domaine de la presse. Il contribue aussi à transformer le champ des possibles. Ainsi, chaque enfant qui naît aujourd'hui bénéficiera de davantage d'informations, d'accès à la culture que les générations qui l'a précédé. On mesure bien là les enjeux en matière éducative, mais aussi le potentiel formidable de développement que cela comporte. Si notre monde nous impose de nous développer de manière plus durable, ce nouveau champ d'action apparaît quant à lui infini. Je me permets aussi, en cette fin d'année scolaire, d'insister sur cette dimension éducative. Roudet a en effet et travaille beaucoup sur ce plan et cette dimension. Ce qu'on appelait la fracture numérique il y a quelques années tend à s'estomper. Cela ne signifie pas malheureusement que les inégalités se réduisent sur ce plan. Je pense qu'aujourd'hui la question est moins être ou ne pas connecté que comment être bien connecté. Comment faire le tri dans le flot ininterrompu d'informations? Comment pouvoir les hiérarchiser? Comment conserver une distance critique par rapport à eux? Comment lutter contre le règne de l'éphémère? Comment lutter contre les tentations, passez-moi cette expression? Et surtout, comment contribuer soi-même, comment produire de l'information? Car lutter contre la fracture numérique, c'est aussi lutter contre le fait que certains consomment de l'information de manière passive, mais ne produisent pas toujours suffisamment. À l'heure où chacun devient un contributeur d'information, nous devons assurer à chacun, et particulièrement aux plus jeunes, la possibilité qu'ils maîtrisent, qu'ils deviennent des producteurs d'information. Car on ne le sait que trop bien, ceux qui bénéficient des meilleurs réseaux sociaux sont souvent ceux qui connaissent une forte sociabilité sur le net. Et pour ne pas reproduire de nouvelles inégalités, il est donc indispensable de donner à chacun la possibilité d'accéder et de contribuer directement à l'information. C'est pourquoi à Roubaix, Madame la Ministre, nous avons engagé une politique de mise à disposition d'espaces numériques citoyens disséminés sur l'ensemble de la ville et dans les établissements scolaires. Au sein de ces espaces, les citoyens sont formés et accompagnés. J'ai la conviction, en effet, que la formation joue un rôle majeur dans la prévention des risques liés aux nouvelles technologies de l'information
et de la communication qui nous intéresse aujourd'hui. Des risques d'atteinte à la vie privée notamment, dont on sait qu'ils sont importants, ou encore des risques liés à des supports faisant l'apologie d'actions ou d'idées en contradiction avec les fondements de notre démocratie, avec les droits de l'homme et également avec nos libertés. D'autant que ces risques sont de plus en plus inquiétants ou importants qu'ils se jouent des frontières des États. C'est pourquoi le plan gouvernemental de développement du numérique annoncé par le Premier ministre au mois de février fait la part belle à la question du numérique à l'école en ciblant non seulement la formation des élèves, mais aussi celle des professeurs. Cela va dans le bon sens. Et pour illustrer nos propos, je rappelle qu'à Roubaix, nous avons créé une sorte de place publique numérique intitulée La Fabrique, et nous savons combien, cela nous donne de possibilités dans la maîtrise de nouvelles technologies, d'être facteur de développement dans un territoire où justement le leader des hébergeurs, et ce n'est pas un hasard, un leader des hébergeurs est en effet né et installé à Roubaix. Il s'agit de la société OVH, qui figure aujourd'hui parmi les leaders mondiaux. Je pense aussi au futur campus de la e-distribution qui verra le jour en 2016, en plein centre de notre ville, ou encore à la société Ankama, devenue le premier éditeur régional et une société de jeux vidéo connue et reconnue bien au-delà de nos frontières. Confiance numérique et cybervictime. L'intitulé de vos assises, Madame la Présidente et mon cher Richard, résume bien, on le voit, les enjeux du numérique. À la fois formidable potentiel de développement, mais en même temps un facteur de développement où il faut en mesurer les risques, les dangers, mais en même temps les dynamiques et le potentiel. Je ne doute pas que votre travail saura apporter des éléments de réponse sur ces sujets. Je veux enfin saluer ici, ou resaluer, l'initiative des associations d'aide aux victimes, avec qui notre ville a noué depuis longtemps des partenariats exemplaires. Le CIAVIC, bien entendu, mais aussi l'INAVEM, Madame la Présidente. L'INAVEM qui, aujourd'hui, couvre et représente un réseau de 140 structures de 700 lieux d'accueil. Cela mérite d'être souligné. Le CIAVIC qui chaque année suit et accompagne 3500 personnes. Et permettez-moi en souvenir d'une actualité récente aussi, de rappeler la réactivité, l'efficacité du CIAVIC. Quand il y a quelques mois, il a fallu mettre en place un dispositif d'accompagnement et de soutien aux victimes d'une tour en plein centre-ville, frappée en plein après-midi par un incendie qui aurait pu être catastrophique. Vos associations démontrent leur capacité de réfléchir, de prendre du recul aussi par rapport justement à l'impact ou aux conséquences de progrès technologiques. Et c'est vrai que le président du CIAVIC rappelait la montée galopante justement des infractions permises par ces nouvelles technologies. Donc il est important de pouvoir réfléchir, cadrer, border, apporter les éléments de sécurité dans ce domaine. Mesdames et messieurs, permettez-moi enfin de vous dire qu'à côté de la puissance publique,
vous concourrez chacune dans votre domaine, au quotidien, de façon discrète, modeste, mais combien efficace, à la justice, à la cohésion sociale et à la solidarité dans nos villes. Et je veux, du fond du cœur en tant qu'élu local, vous remercier de ce travail. Bienvenue donc à Roubaix. Bon travail dans le cadre de ces assises et surtout bonne proposition d'avance que vous aurez à formuler, et bien justement sur ce thème central, celui justement des enjeux du numérique, mais également de comment faire pour en maîtriser justement le développement, la dynamique et l'apport de sécurité dans notre société. Merci. Richard Rochelski, président du service intercommunal d'aide aux victimes de Siavic. Bien, mesdames et messieurs, madame la ministre, messieurs les chefs de cour, messieurs toutes les autorités, mon député favori et mon maire favori, vous comprendrez le petit message. Bienvenue à votre Eurométropole. Déjà, dans l'intitulé, vous allez comprendre qu'on a des territoires un peu atypiques. Et bienvenue à Nord-Pas-de-Calais, aussi un territoire atypique, territoire attractif, favorable à la création, à l'innovation, à l'invention, au service du développement, un territoire qui s'inscrit, c'est un territoire qui s'inscrit dans l'ère numérique. Et donc vous êtes dans une ville, 100 000 habitants, la ville la plus jeune de France. 50% de la population ici a moins de 26 ans. Sur ces 50%, vous comprendrez qu'ils sont à 98% à partir de l'âge de 16 ans à être connectés à Facebook. 98%. On a fait cette petite étude-là. Le monde est en train de changer. Violemment, insidieusement, silencieusement, les règles sont en train de changer. Bienvenue parmi les petites mains, parce que je représente ici, je suis président de l'association des victimes locales. Je commence à être vieille, 29 ans. On a 29 ans, l'année prochaine nous fêterons notre 30e anniversaire. Nous avons commencé petitement, avec l'aide des collectivités locales qui se sont largement investies, avec l'aide de la justice. Et je remercie réellement les chefs de cour locaux parce que vraiment ils sont d'un soutien vraiment important et phénoménal. Innovant. Merci messieurs. Le Siavic, vous comprenez bien, c'est des petites mains. Il y a tout le métier normal. On fait de l'aide aux victimes, on fait de l'accompagnement des violences familiales, on a une aide ici, on a des territoires où on a aussi une victimation particulière, le logement insalubre. On a énormément de gens victimes de bailleurs sociaux dégueulasses. Excusez-moi de le dire comme ça, mais on est dans une situation où on doit se battre au quotidien pour transformer tout ça, pour faire honneur à la République. Parce que nous, le travail du Siavic, c'est éviter la deuxième victimation. Vous comprenez bien qu'un citoyen qui se présente à une administration, d'un commissaire d'un truc comme ça, il ne peut pas entendre une explication administrative. Il doit avoir une écoute, il doit avoir ou un psychologue ou un juriste et tout, et on est tous collectivement, avec les institutions de la République, en train d'essayer d'éviter cette deuxième victimation, éviter le populisme et créer de l'intelligence commune, je l'espère en tout état de cause. C'est pour ça que je tiens à tirer un petit chapeau à toutes les équipes du Siavic, qui sont des salariés silencieux, bosseurs, et phénoménal. Merci à vous. Que vous soyez un individu, une personne privée ou publique, une association, une entreprise, une collectivité territoriale, un avocat, une banque, et vous êtes tous représentés, un laboratoire, un étudiant, un enfant, vous êtes tous concernés par la confiance numérique. Aujourd'hui, l'humanité produit plus de données tous les 6 mois qu'elle en a produit sur toute son histoire. Tous les 6 mois. Qui, il y a quelques temps, pensait acheter une paire de chaussures sur Internet? J'ai dit ça à la presse récemment. Aujourd'hui, 25% des chaussures sont vendues sur le numérique. Au siècle précédent, on braquait une banque. Aujourd'hui, on craque un compte email pour se faire un peu d'argent. Avec un risque quasi nul. Face à cette accélération de l'histoire, les institutions, les législateurs, les pratiques avancent d'une façon très inégale. Ainsi, nous assistons parallèlement à une croissance exponentielle du nombre de victimes en tout genre, liées de près ou de loin au numérique. Une cybervictime, c'est quoi? Parce qu'on a essayé d'innover, vous voyez, dans une petite association, on est le territoire de Roubaix, ça reste un des territoires de la vente à distance. Capitale européenne de la vente à distance.
Donc quelque part, on s'est dit, il faut aussi innover là-dessus. Donc, on a pensé cyber-victime. Une cyber-victime, elle peut être victime via Internet, un courriel, un SMS, à travers un ordinateur, un téléphone portable. Vous serez très étonné de tout ce qu'on peut capter dans votre téléphone portable, et même une toute petite carte MyFair. Alors l'actualité de ça vient aujourd'hui, puisque je reprends quelque chose qui sort aujourd'hui, la révolution du paiement sans contact. Voilà, donc après, de façon plus confidentielle, je vous dirai comment on va essayer de conforter tout ça, parce que on avance, l'économie avance, et de temps en temps, on a un peu de retard sur la couche sécurité. Il est nécessaire qu'on s'investisse, il est nécessaire qu'on investisse tous, nos territoires et la région Nord-Pas-de-Calais investissent énormément là-dessus, parce que nos emplois de demain sont là, mais il est nécessaire que des jeunes de petites mains, comme M. Vic, comme d'autres, viennent accompagner la confiance numérique. Vous voyez, c'est un signe pour conforter l'économie numérique. Donc, on a aussi de plus en plus de jeunes, je vous l'ai dit, qui sont touchés par des cyberintimidations, des cyberharcèlements. On a des petites histoires, pas plus tard que la semaine dernière, on a 2 établissements privés, dans des zones plutôt confortables, qui sont, où tout a été déclenché par Facebook. On a un établissement qui va harceler l'autre établissement, et le commissaire central de Roubaix est obligé d'activer des tas de dispositifs pour venir conforter des rumeurs qui viennent de Facebook. Et tout ça, on le vit au quotidien. Et aujourd'hui, ce sera notre quotidien. Parce qu'on est face à une génération qui vit et qui ne traduit pas de façon virtuelle, qui traduit ça dans ses faits et gestes quotidiens. Donc, ces intimidations à grande échelle, elles peuvent produire des effets dévastateurs par la cybervictimation, rumeurs, discussions à propos d'informations très personnelles. Ça peut influencer considérablement les relations entre les pairs, et ça peut même, de plus en plus, on le voit, engendrer des suicides. Que faire pour les associations d'aide aux victimes? Pourquoi les associations d'aide aux victimes? Je viendrai sur cette thématique-là. En aidant les victimes, en prévenant les risques liés au développement numérique indispensable. Le développement numérique est indispensable à nos économies, car c'est le monde de la société dans laquelle nous vivons. Informer, échanger, sensibiliser, développer des actions, des outils pédagogiques de communication, il y a beaucoup de choses à faire pour nos associations. Bienvenue à l'ONPJ qui nous accueille. Merci Madame la Ministre de nous accueillir chez vous, parce que on est très fiers à Roubaix d'avoir votre établissement. On est en phase ici, on se sent chez nous, et merci parce que en plus vous avez un personnel qui a tout compris à la ville, à l'histoire de la politique de la ville. Merci à vous. On vous donne envie de vous investir davantage sur ces thématiques, tout en apportant, on va essayer de vous apporter des connaissances de base, dans une approche pluridisciplinaire. Ce qu'on retrouve partout dans le monde, c'est une approche segmentée. Des informaticiens qui se réunissent entre informaticiens, très peu de juristes qui se réunissent sur ces thématiques-là, rarement des éducateurs, des sociologues, et on a l'ambition, Madame la Ministre, d'essayer d'introduire ces thématiques-là, y compris dans votre école. Parce que je crois qu'aujourd'hui, pour comprendre, pour rééduquer, pour éduquer un gamin, il va falloir comprendre une partie de son temps, et on a fait une petite étude grâce à la région Nord-Pas-de-Calais, sur 1000 gamins du Nord-Pas-de-Calais, il y en a 60% qui passent entre 3 et 8 heures par jour, Mesdames et Messieurs, 3 et 8 heures par jour, face à un écran. 3 et 8 heures par jour. Donc vous imaginez, et ça, il va falloir qu'on l'intègre tous dans la pédagogie, dans l'éducatif, y compris dans la décision de justice. Y compris dans la décision de justice. Je vous souhaite des travaux fructueux autour de la confiance numérique et des cybervictimes. Et très franchement, n'hésitez pas. Les questions faussement candides trouveront probablement des réponses d'experts. N'ayez pas peur, même s'il y a des experts, c'est souvent de petites questions qui ont l'air anodines qu'on crée des choses extraordinaires. J'aime terminer, Madame la Ministre, mes chers collègues, par une petite citation, et j'ai pensé à Saint-Exupéry pour ce jour, puisque elle est toute simple, et j'aime beaucoup celle-là, c'est la pierre n'a d'autre ambition que d'être pierre. Et vous avez plein de constituatifs qui bossent tous. Assemblez-la, rassemblez-la, et elle devient un temple. Donc vous êtes ici face à des gens, des petites mains, des petites pierres, qui sont en train de faire un temple de la République, au nom de la fraternité et de la République française. Merci à vous. J'appelle à la barre, monsieur le député. Ah non, bien entendu. Ah non, pardon, je pense que j'ai inversé les non, j'appelle à la barre le financeur principal et le conseiller régional. Non, c'est pas ça.
c'est eux qui portent la dynamique de l'économie numérique. C'est vital. Et on a l'ambition, nous, de continuer à porter tout ça. Je pense qu'elle évoquera peut-être Isabelle Zoller, autour d'un cluster numérique. Il se passe des tas de choses qui ont déjà été décidées, notamment grâce à la gendarmerie. Sur les sites, on a beaucoup investi sur les grands comptes, sur les entreprises. Aujourd'hui, on vient toucher le particulier, le petit entrepreneur, le petit artisan. Et je t'en prie. Madame la ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je représente ce matin Monsieur Daniel Percheron, président du Conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais, qui est retenu ce matin et donc n'a pas pu venir pour vous dire tout le soutien que nous apportons sur les politiques de lutte contre la cybercriminalité. C'est une politique que nous suivons depuis plus de 10 ans avec un effort très particulier sur le soutien aux technologies de l'information et de la communication. Nous avons un service dédié à cette question et depuis plus de 10 ans, nous apportons des soutiens divers à des associations, à des structures pour pouvoir développer un vrai savoir-faire et une vraie connaissance sur l'ensemble de ces questions. L'action du SIAVIC qui nous accueille aujourd'hui est pionnière dans le domaine des e-victimes et a reçu le soutien financier de la région dès 2011 pour la mise en place d'un programme d'action de lutte contre la cybercriminalité destiné au grand public et en particulier aux élèves de lycée de notre région et plus particulièrement de la métropole lilloise. À ce titre, le SIAVIC a développé un vrai savoir-faire sur ces questions-là et nous nous avons demandé, dans le cadre d'une convention pluriannuelle, de poursuivre ce travail auprès de l'ensemble de nos lieux d'études sur la cybersécurité et de nos points de contact, donc les cybercentres qui sont au nombre de 200 dans la région Nord-Pas-de-Calais, donc qui vont nous permettre de relayer ces questions-là avec donc un travail de concentration auprès du SIAVIC. Le SIAVIC va pouvoir continuer à œuvrer pour la sensibilisation des élèves à l'environnement numérique, ses dangers, mais également le grand public. Les parents de ces élèves sont également largement touchés par ces questions. Nous soutenons également, comme vous le savez, le Forum international de lutte contre la cybercriminalité, le FIC, depuis plus de 6 ans, avec une édition qui s'est passée début janvier en région, et nous avons une prochaine édition, donc les 21 et 22 janvier prochains, donc 2014, qui va pouvoir continuer à porter l'ensemble de ces expertises sur ces questions. La cybercriminalité est devenue, pour le ministre de la Défense, également un point majeur de travaux pour l'ensemble des universités et les services qui travaillent autour de ces questions. Le Conseil régional donc soutient fortement le FIC. Nous avons également, bien sûr, cofinancé, merci, cette grande manifestation d'aujourd'hui et de demain. Nous essayons, en écho à toutes ces actions, nous souhaitons que ce colloque puisse apporter des réponses à toutes les questions que nous nous posons collectivement autour des cybercriminalités et des cybervictimes, pour que les petits poussets et petites poussettes chères à Michel Serres puissent trouver des réponses et éviter d'être trop mis en danger par rapport à la problématique informatique et communication. Merci à vous. Monsieur le député maire. Oui, je pense que c'est plus la peine que Richard Jeski me présente. Bien, Madame la Ministre, chère Christiane, Monsieur le maire, mon cher Pierre, Monsieur le préfet, Monsieur le procureur général, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs, directrices, représentants des autorités en vos fonctions et responsabilités, il m'a été suggéré de prendre la parole, mais reconnaissons qu'entre maire et ministre, que peut dire le député? Quand on a la chance, comme je l'ai, et en même temps la responsabilité d'être député de Roubaix,
On ne peut s'appuyer, me semble-t-il, que sur un vécu du quotidien d'élu national, certes, mais surtout d'élu local avant tout. Et sur la problématique de ces assises, puisque je suis incité légitimement à la conclusion, je me contenterai de formuler simplement 3 constats. Le premier constat, c'est que face aux crimes et délits, la société doit modifier sa réponse, une réponse où l'aide aux victimes a toute sa place. Hier, pourrait-on dire, et dit-on souvent simplement, c'était un binôme structuré autour de prévention et répression qui laissait en quelque sorte un face-à-face bien connu, l'auteur de l'infraction et l'État, garant de l'autorité publique et de son respect. Aujourd'hui, au fil de mes rencontres, au fil des permanences, comme bon nombre d'élus locaux qui sont ici, qu'entends-je? Qu'est-ce que je rencontre dans le quotidien de l'élu? Je rencontre des faits de société qui deviennent d'une plus large diversité. Et de ces expériences douloureuses, malheureuses, les pires qu'on ait à vivre en tant qu'élu du quotidien. Nous pouvons nous sentir si souvent bien démunis devant ces violences conjugales, devant ces victimes de braquage, devant les tensions de voisinage qui s'exacerbent jusqu'à créer l'irréparable, devant des incendies d'habitation accidentels ou voulus, devant, et le maire de Roubaix a connu cela, et moi, il y a à peine quelques jours encore, des morts d'adultes, de jeunes ou d'enfants qui laissent famille et amis anéantis dans la détresse et le désespoir, et sur lesquels les mots de l'élu local sont souvent bien faibles. Alors, face à ces événements qui se produisent aujourd'hui, j'ai tendance à dire qu'il est urgent que notre société prenne plus que conscience qu'elle ne repose plus sur le binôme que je citais tout à l'heure, s'agissant des crimes et délits, mais bien sur un triptyque qu'il nous faut porter fortement. Prévention, répression, mais aussi, je ne sais si le mot est utilisable en tant que tel, mais on me le pardonnera, curation. Curation qui intègre la victime dans la problématique. Certes, me dit-on, la victime est peu définie dans le droit français, sinon comme la personne, il est des juristes bien plus éminents que moi ici, qui subit le préjudice. Mais peut-on considérer pour autant qu'avec la condamnation, la justice soit rendue aux yeux de la victime et au vu de la pratique de l'élu que je suis, de l'observatoire des besoins sociaux, que nous avons un peu tendance à être, de manière trop privilégiée, comme élus locaux, je réponds clairement non. Car les victimes ont besoin de davantage que de la seule réparation. Elles ne peuvent pas, c'est la conviction que je voudrais proclamer en premier constat, rester seules face à l'adversité, après la tension ou le drame. Et je voulais dire ici avec force, de ces quelques années, un peu plus d'une décennie, que j'ai la responsabilité d'exercer les mandats qui m'ont été donnés de faire, j'ai retenu qu'il y a un besoin d'accompagnement des victimes avant, pendant et après même la décision de justice. C'est le premier credo que je voulais porter devant vous ce matin. Le second, c'est que, ça a été largement évoqué par Richard, il y a de nouvelles formes de criminalité, de délinquance, qui vont prospérer en matière financière et de manière passante et multidimensionnelle. Elles sont angoissantes parce que inconnues. Elles sont angoissantes et inconnues pour les conséquences économiques qu'elles auront. Vous l'évoquiez il y a un instant, madame, mais si l'on veut demain stimuler la confiance numérique nécessaire au développement des transactions, au développement des échanges qui se font davantage aujourd'hui par le net qu'hier, si l'on veut stimuler donc cette incidence sur la croissance économique, encore faut-il que rien ne vienne mettre en cause cette confiance numérique. Et donc, il faut crédibiliser les flux, il faut responsabiliser ces flux. Et il y a aussi des conséquences redoutables qui peuvent être observées en matière sociale. Car les conséquences financières des malversations peuvent être très dures pour les plus démunis. Démunis financièrement, ceux-ci sont faibles devant les institutions et les mécanismes pour leur rendre leurs droits. J'en vois de plus en plus, là aussi dans mes rencontres et dans les permanences. Paiement par carte frauduleuse, car usurpée, homonymie réelle ou fabriquée, fausses factures abusant de la crédulité et
en un clic, en quelques dixièmes de seconde à peine, des sommes peuvent être virées et une vie basculée à jamais. Ça ne se passe pas à l'autre bout du monde, cela ne se passe pas à l'autre bout de la France, cela se passe ici aussi, d'ores et déjà, dans nos quartiers et dans nos cités, et nous devons en être conscients. Là encore, dès lors, deux besoins, me semble-t-il, émergent. Le premier, il reprendra ce que je viens de dire sur le premier point, c'est que ces victimes modestes, peu formées aux complexités de l'administration ou aux questions financières, doivent bénéficier d'aide. D'aide aux victimes par des accompagnateurs qualifiés et formés, mieux accompagnés, Madame la Ministre, c'est une mutation qualitative de notre relation sociale pour les années qui viennent. Mais aussi mieux protégés. Mieux protégés, et je dois vous dire, Madame la Ministre, ma préoccupation et celle de bon nombre de parlementaires face à l'affaiblissement programmé du réseau des succursales de la Banque de France, pourtant service public de proximité, service public financier de proximité. Car je pense que le ministère de la Justice et les élus locaux ne peuvent se désintéresser d'une perspective d'évolution de ce réseau qui doit à terme, pas si lointain, à peine dans quelques années, se structurer autour d'une seule succursale départementale. Car l'interlocuteur Banque de France est aujourd'hui celui qui a reçu par la loi la mission de protéger, celui d'être l'interface de tous face aux institutions et organismes financiers. Et je veux vous dire mon inquiétude réelle face à cet éloignement qui pourrait consister sur un département comme le nôtre à nous retrouver qu'un seul guichet dire au chef-lieu départemental lorsqu'il s'agira de corriger des difficultés qui, elles, se seront créées en quelques dixièmes de seconde et qui devraient nécessiter de mobiliser une réactivité de l'institution, d'un organisme qui ne sera sans doute pas adapté avec la distance que l'on va créer avec l'usager et avec la victime. Le risque de voir se creuser des inégalités, le risque que des petites gens finissent, elles, tout simplement à payer parce qu'elles n'auront pas su se défendre, alors que d'autres pourraient, eux, avoir davantage la capacité de protéger leurs intérêts, est un facteur de développement des inégalités dans la victimisation qui est quand même préoccupant et qui mérite qu'on s'y interroge. Enfin, le troisième constat que je voudrais vous dire, et je crois que vous y serez sensible, c'est que ce que je retiens là aussi de mon expérience d'élu local, c'est que l'aide aux victimes a besoin d'être financée et d'être financée durablement. Quel est le constat que l'on peut faire? Eh bien, c'est que le financement des associations d'aide aux victimes, je crois que vous l'évoquerez vraisemblablement, sont fragiles. Et bien des associations connaissent en ce moment même des difficultés. Pourquoi est-ce que ces financements sont fragiles? Parce que souvent ils sont sur des périmètres étroits, l'échelle de la commune, pas seulement, mais très souvent. Ils sont donc liés au bon vouloir ou aux capacités financières ou à l'évolution des capacités financières des dites collectivités locales. Et ces financements peuvent se trouver aussi incertains, car il n'est pas rare de voir des associations d'aide aux victimes recourir aux actions des politiques contractuelles pour pouvoir obtenir tel financement, telle initiative régionale, tel contrat urbain de cohésion sociale et tant d'autres dispositifs, sauf que le contractuel est par nature ciblé et précaire, pas nécessairement reconstructible et rarement durable. Et ce constat fait que, je crois, vouloir vous dire aujourd'hui qu'il y a, Madame la Ministre, un besoin de structuration de l'aide aux victimes et de son accompagnement plus que jamais dans notre société. Je crois qu'il faut le faire, me semble-t-il, dans deux directions. D'abord, il est urgent de donner au financement de l'aide aux victimes une dimension plus large que le seul financement local. Je revendique le financement sur une base intercommunale. J'ai déjà eu cette conversation avec la région. Intercommunal, faut-il qu'il soit régional? Faut-il qu'il soit départemental? Mon cher Renaud, faut-il qu'il soit intercommunal au niveau d'une communauté de communes ou, comme nous l'avons ici, d'une communauté urbaine? J'ai plaidé dans ces trois directions-là. Mais même sur le terrain intercommunal, on nous objectera, Madame la Ministre, que
l'intercommunalité n'a pas a priori de compétences en matière de sécurité, de prévention de la sécurité, et dès lors, nous retomberons dans la logique, plus sur une base intercommunale, du bon vouloir ou de la capacité financière de la collectivité. Donc, quelque part, c'est une meilleure assise, certes, mais le facteur de fragilité que j'évoquais n'est pas complètement dilué. Et enfin, la deuxième direction, eh bien, c'est de travailler à donner une assise durable au financement de ces associations d'aide aux victimes. Pour les bien connaître, et bien connaître le service ici que j'ai, Madame la Ministre, à qui il m'a été donné de donner une contribution au titre de la réserve parlementaire, mais vous en connaissez mieux que quiconque. Elle aussi, sa précarisation. Il n'est pas normal que les responsables d'une association d'aide aux victimes passent presque autant de temps, sinon en tout cas beaucoup trop de temps, à monter des dossiers pour obtenir des financements qu'à faire ce pourquoi elles ont un objet social, c'est-à-dire d'aider les victimes. C'est une réalité profonde et c'est quelque chose, je le sais, qui vous interpelle et qui m'interpelle au quotidien, et vous pourrez vous aider en cela, Madame la Ministre, pour plaider ce dossier, et je vous y aiderai sur le rapport de la Cour des comptes de 2012 qui vient de sortir, qui, dans l'un de ses items, dit que, préconise d'évaluer, je cite, la situation financière des associations pour s'assurer de la pérennisation de leurs activités. On ne pouvait dire mieux. Il est rare que la Cour des comptes fasse des ouvertures en direction de financement durable, mais si elle le fait, c'est que donc nous pouvons penser entre eux que cette action qui est préconisée est utile, je dirais même qu'elle est essentielle pour la cohésion sociale de notre société. Voilà, mesdames et messieurs, très brièvement, ce que je voulais vous dire à travers ces trois constats, ces trois focus. Madame la Ministre, pour bien vous connaître, je vous sais femme de cœur et vous avez aussi de la voix. Je n'ai aucun doute que vous saurez mettre et le premier et la seconde au service de cette noble et si essentielle cause qu'est l'aide aux victimes. Je pense que notre Assemblée partage également ce souhait. Merci. Madame la Ministre, garde des Sceaux, Monsieur le Préfet, Monsieur le Député, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Maire, Monsieur le Général de Division, Madame le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, Messieurs les Procureurs Généraux, Monsieur le Président du Tribunal de grande instance, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Directeur de la Sécurité publique, Monsieur le Commandant du groupement de gendarmerie, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Bâtonnier, Madame la Directrice de l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs des associations d'aide aux victimes, bénévoles et salariés de ces mêmes associations, mes chers collègues, chers amis. Madame la Ministre, en l'absence d'Hubert Benin, qui pour des raisons de santé a dû laisser la présidence, j'ai l'honneur de vous accueillir à ces 28e Assises nationales de la Fédération des associations d'aide aux victimes. L'événement qui nous réunit ici, professionnels de l'aide aux victimes, experts de la cybercriminalité, juristes, psychologues, sociologues, institutionnels et entreprises, est marqué par le sceau de l'innovation, de la créativité associative qui a le souci de s'adapter à toutes les évolutions de la société, et notamment à celle de l'utilisation numérique dans tous les domaines de la vie. Qui dit nouveaux vecteurs de communication, nouveaux espaces d'échange, nouveaux supports de commerce, dit nouvelles formes de délinquance. Mais même si ce n'est pas le numérique qui crée la criminalité, il faut néanmoins apprendre à y répondre. Et en ce qui nous concerne, l'association d'aide aux victimes apprend à appréhender, à apprivoiser ces territoires nouveaux, souvent inconnus. Même si la victimation à composante numérique a du point de vue victimologique beaucoup à voir avec les formes de victimation plus classiques, nous devons intégrer et adapter nos pensées et nos pratiques pour réparer et restaurer non seulement les victimes, mais également tous les liens sociaux qui reposent de plus en plus sur le monde numérique. D'où l'importance de mettre en lien la confiance numérique qui doit être restaurée et l'aide à cette typologie de victimes. Je sais que ce sujet a une particulière actualité pour le gouvernement et je souhaite que nous puissions contribuer à notre mesure à vos réflexions
grâce à la richesse des échanges qui se feront au cours de ces 2 journées. Nous sommes particulièrement honorés, Madame la Ministre, de votre présence cette année encore, après avoir rené l'année dernière avec la tradition d'ouverture de nos assises à Bourg-en-Bresse. Votre présence en ce lieu qui porte et forme tous les intervenants de la protection judiciaire de la jeunesse, direction qui a ainsi à connaître les mineurs des 2 côtés de la jeunesse, dans l'endroit et dans l'envers du crime, comme le disait Micheline Baril. Vous nous connaissez peut-être, je l'espère, un peu mieux maintenant, et vous avez perçu que la flamme qui nous anime est celle de personnes engagées pour une cause majeure, celle d'offrir à toutes les victimes d'infractions, qu'une procédure soit engagée ou pas, une prise en compte globale et pluridisciplinaire. C'est un fil d'Ariane dans un labyrinthe des conséquences de l'infraction que nous tendons aux victimes, que nous ne lâchons qu'une fois la sortie retrouvée vers un avenir libéré et apaisé. Il est incontestable que nous pourrions nous enorgueillir du système français, construit depuis ces dernières décennies en direction des victimes, mais il ne faut pas que l'orgueil nous aveugle et risque de nous faire prendre une fausse route, celle des chimères d'un magnifique reflet narcissique où la France, patrie des droits de l'homme, se contemplerait. Il nous semble, et nous espérons grandement que vous nous détromperez, que l'un des personnes victimes ne semble plus digne d'un grand projet politique en France, qui soit porté par notre pays. Ce projet devrait se construire en dehors de toute posture partisane entre auteurs et victimes. Nous sommes, quant à nous, persuadés qu'il est possible de construire une grande politique digne de ce nom, en prenant en considération les auteurs, mais également les victimes. N'est-il pas temps que derrière victimes et auteurs, nous nous accordions pour n'y voir que des personnes dont nous devons nous préoccuper également? Il nous a fallu des décennies pour prendre en considération l'envers du crime que sont les victimes, et aujourd'hui, elles recommencent à déranger, à être des citoyens dont on ne sait plus à qui il appartient de prendre en charge, c'est les pouvoirs publics, les collectivités territoriales ou le secteur privé. Existe-t-il encore une place dans nos sociétés pour les victimes? Quelle politique publique en faveur des victimes nous est proposée pour que nous puissions crânement afficher notre parfaite adéquation avec la directive européenne, comme les Écossais, et c'est une révolution culturelle pour eux, l'ont déjà fait puisqu'ils ont adopté au début de cette année 2013 une loi de transposition de la directive de 2012. Qui devra piloter cette politique publique d'aide aux victimes? Elles étaient les oubliées du prétoire, elles deviennent les oubliées de notre société. Pas toutes, certes. Les femmes victimes de violences ou les mineurs victimes bénéficient encore de grands projets pour leur légitime et nécessaire prise en charge. Mais sommes-nous devenus une société qui choisit l'intérêt particulier contre l'intérêt général, une politique discriminante où seuls les plus apparemment vulnérables et les plus revendicatifs sont dignes d'intérêt, en laissant ainsi de côté toutes celles et ceux qui ne sont ni particulièrement faibles, ni particulièrement demandeurs, ni militants? La France ferait-elle le choix d'une politique catégorielle, segmentée, priorisée, en direction des certains publics, alors que l'aide aux victimes se doit aussi d'être généraliste et non clivante, pour donner à toute personne victime d'une violence volontaire ou involontaire le droit d'être pleinement soutenue, réparée, restaurée. Pourquoi l'aide aux victimes généraliste ne trouve-t-elle pas plus de grands avocats pour défendre une politique nationale forte, ambitieuse et volontaire? L'aide aux victimes de la délinquance se réduira-t-elle à une information sur les droits sans que le traitement des conséquences psychosociales du crime soit garanti? L'accessibilité au bureau d'aide aux victimes sera-t-elle conditionnée au seul dépôt de la plainte, à la constitution de partie civile pour les victimes? Que de toutes ces personnes victimes de faits délinquants qui ne mettront jamais un pied dans un commissariat, une gendarmerie ou un tribunal par peur, manque d'information ou d'accompagnement initial? Or, il n'y a pas de petites infractions, pas de petits préjudices, seulement des personnes en souffrance avec des attentes, comme celle d'avoir un interlocuteur disponible en face de soi ou au téléphone, un espace accueillant, rassurant, une parole entendue et respectée, un travail sur les attentes, les besoins exprimés par la victime, une évaluation de la demande, qu'elle soit exprimée ou non, une réponse adaptée et dans la durée. Madame la ministre, où allons-nous en érigeant des critères d'accessibilité basés sur le genre, l'âge, les actes procéduraux, pour que les personnes puissent bénéficier d'une offre globale et pluridisciplinaire? C'est notre devoir, Madame la ministre, de vous alerter, avec respect, bien évidemment, et espoir surtout. Notre politique ne prend pas la direction de faire bénéficier le plus grand nombre de victimes d'un accompagnement professionnel, solidaire et soutenant tourné vers une dynamique d'avenir.
Et pourtant, c'est bien cette voie que nous, associations, continuerons de choisir, car un grand avocat, devenu un garde des Sceaux exceptionnel, nous en avait indiqué le chemin. Nous continuerons à animer activement les bases, qui sont une avancée remarquable dans les juridictions, mais nous ne nous laisserons pas enfermer dans cette seule modalité d'accueil des victimes. Nous continuerons à investir les lieux de passage naturels des victimes que sont les commissariats, les gendarmeries, les UMJ, les MJD, les CCAS et les quartiers, pour y assurer des permanences de qualité. Nous serons partout, car notre projet pour les victimes se situe dans la proximité temporelle et géographique, et plus nous maillerons le territoire, plus les victimes pourront nous trouver sur leur chemin. Je me permettrai d'interpeller demain votre collègue Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, sur cet empilement de professionnels dans un même lieu entre les psychologues contractuels de l'Intérieur, les intervenants sociaux en commissariat gendarmerie et les permanents des associations généralistes et spécialisées. Beaucoup de monde, beaucoup d'argent, pas vraiment de concertation ni de planification, ni d'évaluation du travail effectué par tous ces professionnels. Réassurer, prévenir, accompagner, soutenir sont des termes essentiels, Madame la Ministre, à vos yeux, dans la prise en charge des auteurs, mais ils sont tout aussi essentiels dans notre travail pour les victimes. Réassurer les victimes, c'est leur redonner le goût à la vie, de façon apaisée, pour leur permettre de se libérer de cette empreinte criminelle. Prévenir les victimes, c'est leur donner les moyens de reprendre du pouvoir sur leur vie et ainsi prévenir des victimisations répétées. Prévenir la récidive et prévenir les victimisations répétées peuvent s'inclure mais pas s'exclure. Accompagner, faire un cheminement, les accompagner vers une humanité retrouvée, vers un procès ou pas, vers un ailleurs. Et enfin, soutenir, leur offrir la possibilité de se reconstruire. Vous savez combien nous sommes attachés aux valeurs de la justice restaurative. Et c'est en son nom, celui du dialogue, de l'échange, de l'égalité de traitement, du bipartialisme, que nous vous conjurons de porter cette nouvelle politique publique en faveur des personnes victimes. Notre réseau souffre d'un manque de financement pour assurer la pérennité du fonctionnement de l'aide et de l'accompagnement des victimes partout où elles se trouvent en avoir besoin. Notre réseau craint un recentrage des actions justice sur les seuls bureaux d'aide aux victimes au sein des TGI, dont la généralisation a été décidée en mai 2012 avec un budget a priori ad hoc. Les associations craignent une mise sous tutelle et qu'il soit oublié que depuis des décennies, nous avons co-construit cette politique publique d'aide aux victimes. Les associations ont disparu, l'activité a été reprise par d'autres réseaux, certaines se sont regroupées pour rationaliser des coûts de structure et administratifs, et ce malgré une reconnaissance par les victimes elles-mêmes de la qualité de nos interventions sur tout le territoire. Je fais ici référence à l'enquête de satisfaction qui a été diligentée par votre ministère en 2011 et nous avons eu les conclusions en 2012 et qui ont été confiées à un organisme indépendant et qui a révélé 92% de victimes satisfaites par nos services. C'est un chiffre extraordinaire et qui doit nous amener à réfléchir. Mais aujourd'hui, elles sont moins nombreuses à pouvoir accéder à nos services. Et demain, qu'en sera-t-il? Parce que faute de moyens, un certain nombre de lieux d'accueil déconcentrés ont été fermés et nombreux contrats n'ont pas été renouvelés. Quelle suite sera donnée au rapport de la Cour des comptes que monsieur le député évoquait tout à l'heure, au rapport du Conseil national des villes qui allait également dans le même sens, à la loi de finances sur 2013 où il avait été évoqué la mise en place de la contribution victime qui, nous le rappelons, n'est pas une taxe supplémentaire. Une suramende n'est pas une taxe supplémentaire. Et nous continuerons de porter ce projet le plus loin possible et nous l'espérons avec votre accompagnement. Malgré la mission confiée à Mme Mison par le Premier ministre, et bien sûr sous votre égide, le ministre, nous permettons de vous interroger sur la volonté du ministère de la Justice, voire du gouvernement, de donner des moyens au modèle français d'aide aux victimes d'infractions pénales que nous défendons et qui va devoir s'améliorer encore pour répondre aux exigences, notamment de la directive européenne votée en octobre dernier. Nous sollicitons également ici les élus locaux présents sur la volonté des collectivités territoriales qui tous les jours sont confrontées à des personnes victimes qui ont besoin d'aide pour comprendre leurs droits, mais aussi d'un soutien et d'un accompagnement psychosocial pour continuer à vivre dans notre société sans haine, sans vengeance, dans une société apaisée qui restaure les liens plutôt que dans une société qui divise. Là est tout l'enjeu. Nos associations en aidant les victimes participent à la paix sociale, à l'apaisement des conflits, à la prévention de la délinquance. Le financement que l'État et les collectivités apportent aux associations est un investissement sur l'avenir, bien évidemment, car elles reconnaissent la paix des souffrances et permettent un mieux-être social, professionnel et de santé. S'il y a défaut,
représenterait un coût financier extraordinaire pour la société, sans aucune commune mesure avec les 30 millions d'euros consacrés à l'aide aux victimes pour 300 000 victimes par an. Faites le calcul, ça fait 100 euros par victime. On imagine ce que cela représenterait si la société devait prendre en charge les coûts psychosociaux de ces victimes si nous n'étions pas là. Ceci dit, Madame la Ministre, je terminerai par une naissance, une interrogation et un espoir. La naissance, c'est la création de ce collectif NOTEST, en téléphonie sociale et en santé. C'est une belle réussite du secteur associatif. C'était important, je crois, de mettre autour d'une même table tous ces acteurs de la téléphonie sociale. Notre interrogation vient de la nouvelle procédure de conventionnement entre le public et le privé non lucratif. C'est l'appel d'offres auquel nous avons répondu et dont nous attendons la réponse, Madame la Ministre, avec impatience, puisque l'échéance est au 30 juin pour nos services et ça sera difficile de s'adapter en aussi peu de temps. Jusqu'où va aller cette démarche de donner éventuellement en gestion des missions d'intérêt général à des entreprises privées? Je ferai référence notamment au téléphone en grand danger qui a été confié à Mondial Assistance en jetant un appel d'offres, alors que nous avons une formidable plateforme téléphonique qui aurait pu parfaitement répondre à beaucoup moindre coût à cette mission nouvelle. Un espoir, c'est celui d'une transposition complète de la nouvelle directive européenne et nous travaillons à cela avec vos services. Mais dans ce contexte de crise financière, nous osons dire, Madame la Ministre, que l'aide aux victimes pouvait être financée sur le programme 101 sans augmentation de l'enveloppe budgétaire de ce programme. Il s'agit simplement d'un problème d'affectation à l'intérieur de ce programme. Nous sommes un certain nombre de réseaux associatifs à pouvoir mener nos actions grâce à ce financement. Mais nous avons regardé attentivement qui étaient les associations, qui étaient les bénéficiaires de ce programme 101 et véritablement, ne serait-ce que dans ce programme-là, nous pourrions trouver des ressources de financement complémentaires. Mais de quel budget global parlons-nous? Qui le fait? Au nom de la rigueur budgétaire, de la solidarité nationale, que allons-nous nous mettre autour d'une même table, tous les financeurs et opérateurs de l'aide aux victimes généralistes et spécialistes, pour établir un schéma national pérenne et solide de l'aide aux victimes en France? Pourquoi pas sous la forme d'un comité interministériel de l'aide aux victimes, comme il en existe à la jeunesse, aux droits des femmes, à la vie, à la prévention de la délinquance? Tous les ministères ont besoin de l'aide aux victimes. Enfin, peu importe. Ce qui est important ici, ce n'est pas une question d'argent essentiellement, mais surtout d'efficacité et de cohérence. Il est question de volonté politique et de gouvernance. Vous avez, Madame la Ministre, largement démontré votre pugnacité sur d'autres thèmes. Il en est de même pour l'aide aux victimes généralistes. Pouvons-nous, Madame la Ministre, compter sur vous, sur votre force de conviction, pour porter cette cohérence et cette égalité-là? Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente de l'INAVEM, chère Madame Cascoff, avec votre tempérament, qui nous rafraîchit toujours, Monsieur le député, il nous rafraîchit et nous secoue, bien entendu, c'est bien utile, Monsieur le député maire de Waterloo, Monsieur le Président, alors Madame la représentante de Monsieur le Président de région du Nord-Pas-de-Calais, Monsieur le maire de Roubaix, cher Pierre, et merci encore pour l'accueil, Madame la première présidente de la Cour d'appel de Douai, Monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Douai, Monsieur le procureur général de Lille, Monsieur le procureur de Lille, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lille, Monsieur le préfet général, commandant, Monsieur le directeur de la sécurité publique, Monsieur le président du service intercommunal d'aide aux victimes, Madame la directrice de l'UNPJJ, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'associations d'aide aux victimes, Mesdames et Messieurs, pardon si j'ai oublié une personne, et mille pardons si j'en ai oublié plusieurs. Mesdames et Messieurs, je tenais à être présente ce matin, je tenais à être avec vous. J'étais avec vous à Bourg-en-Bresse l'année dernière et il était extrêmement important pour moi d'être à nouveau à ce rendez-vous, en particulier parce qu'il se tient aussi dans ce bel établissement pour son esthétique, pour le défi architectural qu'il représente,
pour l'audace dans la reconversion qui a été osée, mais bien entendu pour les missions essentielles de cette belle école de la protection judiciaire de la jeunesse. Vous avez choisi un thème d'une grande actualité et d'une nécessité impérieuse. Avant de vous dire quelques mots sur ce thème sur lequel vous allez travailler 2 jours, je veux évidemment d'abord vous saluer, Madame la Présidente, saluer votre pugnacité, votre courage, votre détermination, et répondre un peu à quelques-unes de vos interpellations. Il y en a qui vont nécessiter que je revienne notamment vers le secrétariat général de la chancellerie pour avoir quelques éléments de précision. Vous savez que j'aurai à cœur de vous apporter une réponse verbale et écrite. Je prendrai volontiers mon téléphone. Et une réponse écrite parce que c'est ainsi que nous stabilisons les relations entre votre fédération et le ministère de la Justice. L'an dernier, j'étais donc avec vous à Bourg-en-Bresse et un certain nombre de questions que vous avez évoquées là étaient déjà posées et les réponses y ont été apportées. Mais d'abord, je veux vous dire d'une façon plus générale que je refuse qu'on fasse le tri entre les victimes. Et je connais vos engagements, je connais la diversité de vos associations. Je sais que vous avez le souci de la totalité des victimes et que, effectivement, vous êtes conduit à vous défendre sur le champ de l'intervention généraliste. J'en ai bien conscience et croyez bien que, avant même vos interpellations, j'en avais conscience, j'y étais sensible, parce que vous n'ignorez certainement pas la bataille que j'ai livrée très fortement, très formellement, pour maintenir par exemple le 08 victime, y compris dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le harcèlement sexuel. La loi que nous avions adoptée, la circulaire d'application que j'avais diffusée, il existe un numéro spécifique pour les violences faites aux femmes, puisque la majorité des victimes de harcèlement sont des femmes, quoique pas exclusivement, mais vous avez vu que la campagne a intégré les 2 numéros parce que je considère qu'effectivement, il faut être très très attentif à ne pas permettre des clivages entre les victimes, même s'il est indispensable de prendre en considération certaines situations particulières, certaines infractions qui génèrent des traumatismes particuliers et de prendre en charge ces victimes particulières dans des dispositifs spécifiques avec un accompagnement très ciblé. Il demeure qu'il nous faut être sensible et attentif à l'approche à la fois généraliste des victimes, de toutes les victimes, quel que soit le préjudice subi, mais aussi à une approche globale des victimes. Je refuse donc les catégories, je refuse donc d'accepter la moindre idée de hiérarchie entre les victimes, je refuse d'alimenter, même de suggérer qu'il puisse y avoir des rivalités entre les victimes. Je crois qu'il faut réaffirmer très fortement qu'il y a cette mobilisation généraliste que vous assurez, vous, la Fédération des associations des 2 victimes, auprès des victimes, quelles qu'elles soient, y compris ces victimes particulières, y compris ces victimes particulièrement fragiles ou fragilisées. Vous assurez cette approche et l'approche globale doit être valorisée. En tout état de cause, je refuse absolument d'instrumentaliser les victimes. Et c'est pour ça que j'approche aussi bien votre fédération, aussi bien les associations que je rencontre lors de mes déplacements, aussi bien les victimes, je les approche avec le plus grand respect et la plus grande retenue. Parce que, d'abord, je trouve scandaleux, insupportable, insultant, l'instrumentalisation des victimes, parce que pour moi, une victime n'est pas une catégorie, ce n'est pas un numéro, ce n'est pas une pancarte, c'est une personne, avec sa souffrance, avec sa complexité, avec son courage auquel j'ai été confrontée, aussi bien de la part de celles qui militent pour les victimes, que de la part des victimes qui osent s'organiser, qui osent se rassembler, qui osent elles-mêmes se mobiliser à l'intérieur d'associations. La victime, c'est une souffrance, elle a subi un préjudice, elle l'affronte selon ses propres capacités, et heureusement chacun d'entre nous est singulier et nous avons des réactions différentes face aux mêmes faits, face aux mêmes circonstances,
face aux mêmes agressions, nous avons des réactions différentes. Il importe d'être attentif à la singularité de chacune des victimes, de façon à voir comment elles combinent dans une alchimie qui est toujours imprévisible son propre tempérament, sa situation particulière au moment où ce préjudice lui est infligé, et puis ses capacités de résilience. Il est important pour nous d'être attentifs à chacune de ces victimes. Une victime, c'est une complexité du fait même que à la fois les circonstances et son équation personnelle font qu'on ne peut pas savoir exactement comment elle subit le préjudice et comment elle va y réagir. Et une victime, c'est surtout du courage. C'est surtout du courage parce que toutes celles que j'ai rencontrées et tous les échanges que j'ai eus avec les associations locales, avec vous-même dans votre fédération, avec les associations qui interviennent d'une façon ou d'une autre auprès des victimes, j'ai bien perçu à quel point il y a un refus d'essentialisme, à quel point il y a un refus d'être totalement défini en qualité de victime. Et c'est bien d'ailleurs ce ressort qui vous conduit à être pionnier dans la justice restaurative. C'est parce que vous n'acceptez pas l'enfermement exclusif dans une identité de victime qui sera à la fois essentialiste et définitive. C'est pour ça que je m'incline devant ce courage et qu'il m'est inconcevable d'envisager, d'imaginer une instrumentalisation des victimes. Évidemment, pour permettre que tout cela s'exprime et contribue à faire en sorte que la délinquance recule dans la société, que les victimes se rétablissent, se reconstruisent et que nous contribuions au lien social, il faut apporter des réponses à des sujets pratiques, prosaïques, y compris des sujets financiers. Lorsque je suis venue à votre rencontre l'année dernière à Bourg-en-Bresse, c'était pour les 25 ans de l'INAVEM, vous m'avez interpellé sur la contribution aux victimes qui serait assise sur les amendes pénales. Je vous ai répondu très franchement, comme je le fais toujours, parce que pour moi c'est une marque de respect de dire les choses très clairement. Je vous ai dit très clairement que cette proposition me posait deux problèmes. Le premier est philosophique. Le principe même de la justice, c'est d'éviter le vis-à-vis entre l'auteur des faits et la victime, parce qu'il peut être extrêmement périlleux, ce vis-à-vis, et un fait de civilisation même est la création d'institutions judiciaires qui sortent de ce face-à-face, qui sortent de la société de ce face-à-face entre les auteurs et les victimes. Et que cette contribution victime assise sur les amendes pénales des auteurs de ces actes me paraissait le rétablissement d'un mécanisme qui introduisait un lien, je sais que vous pensez le contraire, qui introduisait un lien entre l'auteur et la victime. Le deuxième souci que j'avais sur cette contribution victime, c'était d'abord, compte tenu de nos règles budgétaires, le risque qu'il pouvait faire courir d'abord, et ça s'est avéré exact, hélas, sur l'imprimature du ministère de l'économie et des finances, ensuite sur les complications réelles en matière de recouvrement, parce que malheureusement dans notre société, dans notre pays, le recouvrement des amendes est loin d'être satisfaisant, donc il n'y avait pas là une sécurité financière réelle. Et ensuite, je craignais aussi, je vous l'ai dit, que cette contribution victime serve de prétexte pour affaiblir les limites budgétaires que moi je me démenais à sécuriser pour l'aide aux victimes. Je vous l'ai dit très franchement, j'avais ces trois inquiétudes et que j'allais les explorer. Ce que j'ai fait, nous nous sommes revus en octobre, nous nous sommes revus au mois de mars. Vous savez que très vite, j'ai décidé de mobiliser une parlementaire en mission. Si j'avais choisi une mission brève avec un périmètre très restreint, j'aurais pu moi-même nommer cette parlementaire en mission. J'ai choisi qu'elle effectue un travail plus dense, plus profond, et j'ai donc demandé au Premier ministre de la désigner comme parlementaire en mission. C'est plus lourd, c'est plus long, mais c'est plus compliqué aussi à mettre en place.
parce que c'est un produit interministériel et que vous savez, parce que j'ai veillé à vous en tenir informé, vous savez que nous avons eu quelques soucis de conviction, de persuasion du ministère de l'économie et des finances, ce qui a retardé le lancement de cette mission. Nathalie Niesson maintenant a commencé cette mission. Elle a déjà commencé à effectuer un travail tout à fait satisfaisant, intéressant. Évidemment, j'ai mis tous les moyens de la chancellerie à sa disposition, y compris pour le déplacement qu'elle a effectué au Canada et qui lui a permis pendant quelques jours, en rencontrant les personnalités ad hoc, de prendre toute la mesure du dispositif qui a été mis en place au Canada, de son opérationnalité, mais aussi de l'influence, de l'impact d'un certain nombre de paramètres, y compris des paramètres culturels et sociologiques, sur l'efficacité de ces instruments. Parce qu'il ne suffit pas de constater qu'un instrument fonctionne bien dans une société pour être persuadé qu'il fonctionnera correctement ici. Ce n'est pas le cas parce que parmi les réponses que le Canada et particulièrement Montréal a apportées à cette nécessité de financer l'aide aux victimes, il y en a qui, à mon avis, ne fonctionneront pas ici, y compris d'ailleurs pour des raisons tout à fait mécaniques, notamment le recouvrement d'un certain nombre d'amendes qui fonctionnent très très bien là-bas. Mais si nous restons au taux de recouvrement de moins de 40% ici, il ne faut pas espérer une sécurisation réelle. Nathalie Niesson, j'ai tenu à l'entendre avant de venir vers vous, donc en début de semaine je l'ai reçue, elle m'a fait un rapport d'étape, elle a donc dégagé 6 pistes qui vont être expertisées, explorées, consolidées. Nous nous interrogeons quant à savoir si nous en retenons une parmi toutes. Moi je n'exclus pas de cumuler des pistes qui nous permettraient d'additionner des ressources, et je lui ai demandé surtout de veiller à ce que ces ressources soient pérennes. Et je lui ai demandé de travailler, mais elle en était elle-même convaincue, compte tenu des auditions qu'elle a effectuées avec vous-même, avec les associations, de travailler déjà à l'organisation de contrats pluriannuels avec les associations, parce que je pense effectivement qu'il faut dégager les associations du temps et de l'énergie qu'elles consacrent à la recherche de financement, des astuces auxquelles elles sont conduites et contraintes pour mobiliser des financements qui ne sont pas a priori prévus pour l'aide et l'accompagnement des victimes, mais qui s'inscrivent dans des programmes de cohésion et qui donc par conséquent peuvent être convertis en aide aux victimes. Il faut arriver à vous dégager de ce temps et de cette énergie, pas gaspillée, mais en tout cas investie, de façon à ce que ce temps et cette énergie soient directement mis au service des victimes. Concernant le financement donc, de l'aide aux victimes, nous avons le budget du ministère de la Justice, qui n'est pas extravagant malheureusement. Ce budget qui avait été augmenté de façon appréciable de 4,3%, a malheureusement depuis subi gel sur gel et pas tout à fait encore de dégel, et lettre plafond, de sorte que j'ai dû contribuer, moi aussi, ministère prioritaire, contribuer à l'équilibre des finances publiques, contribuer à l'effort de solidarité, contribuer au plan de lutte contre l'exclusion et la pauvreté, contribuer donc à l'effort commun et par conséquent perdre une partie de mes crédits. J'ai tenu néanmoins à préserver, à sanctuariser l'aide aux victimes. Aide aux victimes qui, vous savez, était il y a une dizaine d'années de 4,5 millions d'euros, qui a atteint quand même 12,8 millions d'euros. Je sais que ça n'est pas suffisant, mais c'est une aide qui a progressé. Il me plaît de rappeler quand même que jusqu'à l'année dernière, elle subissait depuis plusieurs années une baisse, un peu plus de 6% de baisse l'année dernière, et que pour cette année, je l'ai augmenté de 25,8%. Donc il y a là un effort important, y compris d'ailleurs un effort pour absorber les créances qui pèsent sur un certain nombre d'associations. Je sais que les associations sont fragiles, vous me l'avez dit l'année dernière, je m'en suis préoccupée, il arrive souvent d'ailleurs que les parlementaires, lors de mes déplacements, m'alertent en particulier sur l'association de leur circonscription, donc je sais que nous avons encore à continuer à essayer d'éteindre le feu à plusieurs endroits.
Il m'est arrivé déjà de débloquer de petites sommes, parce que parfois ce sont des petites sommes qui permettent de maintenir l'association encore en activité. Donc il m'est arrivé de le faire ponctuellement. J'ai le sentiment que ce n'est pas bien juste parce que je le fais parce qu'un parlementaire m'a attrapé. Donc il nous faut arriver à consolider le système de façon générale, de sorte que nous permettions à ces associations d'avoir la légèreté d'esprit nécessaire pour accomplir la lourde mission qui leur incombe aux côtés des victimes. Par ailleurs, il y a le FIPD. Vous savez à quel point je me suis mobilisée sur ce fonds interministériel de prévention de la délinquance et que dès le mois de juin de l'année dernière, j'ai obtenu l'inversion de la répartition de ce fonds qui était consacré à 75% à la vidéosurveillance et à 25% à tout le reste. J'ai obtenu dès le mois de juin qu'il soit consacré à 25% à la vidéosurveillance et à 75% à tout le reste. Donc tout le reste, c'est la présence humaine, c'est-à-dire notamment la présence des associations sur l'ensemble du territoire. Et vous aviez raison de rappeler que vous maillez, par votre présence, vous assurez un maillage territorial qui apporte une réponse, une capacité de réponse aux victimes, quel que soit leur lieu de vie et quel que soit le lieu de leur agression. Le comité interministériel 2014-2017 donc s'est réuni, les répartitions ont été faites. Il y a effectivement des lignes qui sont consacrées à des victimes spécifiques, notamment les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales. Ces agressions spécifiques doivent être traitées spécifiquement aussi. Je vous le dis, tout en étant absolument persuadé du besoin et de l'importance de l'intervention généraliste, je vous dis très franchement que je pense que ces infractions en particulier, parce qu'il faut qu'on arrive à les faire reculer dans la société, il faut qu'on arrive à faire chuter le taux d'acceptabilité sociale sur ces agressions-là. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que la société, chaque citoyen dise il est inadmissible qu'aujourd'hui au XXIe siècle, il y ait des violences faites aux femmes, que la maison, pour les violences intrafamiliales, que la maison soit un lieu d'hostilité, que ce soit un lieu d'agression, que ce soit un lieu de guerre. Il faut que nous arrivions à faire reculer tout cela, donc il faut effectivement des interventions ciblées, il faut une politique publique tout à fait volontariste. Il demeure que je veille à ce que dans les commissions FIPD, les procureurs de la République soient mobilisés de façon à être vigilants sur l'affectation des lignes du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Sinon, à quoi aurait servi ce combat que j'ai été très très heureuse de remporter dès le mois de juin pour inverser et permettre que les actions qui sont conduites par les militants associatifs soient mieux prises en compte. De la même façon que je demande au cours d'appel de veiller sur l'ensemble du territoire à la politique gouvernementale sur l'accompagnement et l'aide aux victimes. Sur les 12,8 millions dont je parlais tout à l'heure, au mois de juin, plus de 9 500 000, près de 9 500 000 euros ont déjà été mis à la disposition des cours d'appel de façon à ce qu'elles les répercutent sur les associations locales, hors bureau d'aide aux victimes, parce que les bureaux d'aide aux victimes ne sont pas au détriment de l'aide qui est accordée aux associations, et ces moyens sont donc déjà entre les mains des cours d'appel et je crois déjà répartis. Simplement, moi je vois bien l'alerte aussi, c'est-à-dire qu'au mois de juin, nous avons déjà débloqué 9 500 000 euros. Voilà. Donc moi je me pose la question de savoir comment nous finissons l'année, parce que je comprends bien qu'il y a un besoin et que cette absorption des crédits révèle la mobilisation des associations sur le terrain. Ça fait partie des sujets sur lesquels je vais travailler à nouveau avec le secrétaire général qui est avec nous ce matin. Sur le financement, donc ce sont les principales pistes, mais les principes doivent être réaffirmés: l'intervention généraliste, la prise en charge globale, la consolidation et donc la pluriannualisation des financements qui doivent être mis au service des associations. La politique générale d'aide aux victimes est une politique qui s'entend évidemment financièrement, c'est le nerf de la guerre, les moyens d'agir, mais qui doit s'entendre aussi en matière d'orientation. En matière d'orientation, je dois dire que vous êtes des partenaires extrêmement précieux. Vous
Vous êtes des partenaires extrêmement précieux parce que justement vous refusez ce que j'évoquais tout à l'heure, l'essentialisme. Vous refusez de vous positionner en tant que victime, subissant, passive. Vous êtes association de victimes, association des deux victimes, et vous posez la victime comme un sujet de droit. Et c'est bien ce que j'ai perçu dans la contribution que vous avez donnée à la conférence de consensus. Et je veux encore vous remercier publiquement d'avoir accepté de participer, d'apporter une contribution à cette conférence de consensus dont je vais rappeler en quelques mots l'esprit. Il s'agit d'une volonté politique que j'ai clairement affichée de créer un consensus dans la société sur ces politiques qui sont essentielles pour le vivre ensemble, essentielles pour le lien social, essentielles pour la cohésion. Les politiques publiques de la justice en particulier sont essentielles dans notre société. Et pour ces politiques publiques, j'estime que, en tout cas, je demande, moi, à être éclairé dans ma décision, et à être éclairé dans ma décision par des éléments objectifs, par des analyses rigoureuses, par une véritable volonté de servir la société. Et l'esprit de cette conférence de consensus, c'est ça. Le comité d'organisation qui a été mis en place rassemblait des personnalités extrêmement diverses dans leur parcours, leur expérience, leur sensibilité, leur appréciation de ces sujets très difficiles et très compliqués qui concernent les questions pénales. Et je leur ai demandé de travailler ensemble, de produire un diagnostic partagé sur notre niveau de connaissance, sur les expériences que nous avons conduites en France, celles qui sont conduites en Europe et dans quelques autres pays, notamment en Amérique du Nord et singulièrement au Canada. Vous avez accepté d'y contribuer en exprimant très clairement le partage que nous avons de la conviction que lutter contre la récidive, prévenir la récidive, c'est éviter de nouvelles victimes. Et que la politique pénale doit viser justement à éviter de nouvelles victimes. Et vous avez apporté une contribution tout à fait appréciable. Vous avez accepté donc de donner à la fois de la densité, de la crédibilité à ce processus. D'autres associations de victimes y ont participé, notamment l'association Marche de Reims a participé au comité d'organisation. J'ai moi-même réuni très vite le PNAD, le Conseil national d'aide aux victimes, de façon à lui permettre de s'exprimer sur les préconisations rassemblées par le jury de consensus. Et il y a donc une contribution significative de celles et ceux qui, sur le terrain, d'abord ont vécu malheureusement l'agression qui a fait d'eux et d'elles des victimes, mais surtout pensent, réfléchissent et se mobilisent de façon à accompagner les victimes. Cette contribution est extrêmement appréciable pour moi parce qu'elle me permet de faire prendre en considération de façon tangible l'appréciation des victimes et des accompagnants de victimes dans l'élaboration et la conception même de la politique pénale. Et pour cela, c'est extrêmement précieux. Je vous parlais des bureaux d'aide aux victimes, mais vous en avez parlé avec une inquiétude assez soutenue. Je rappelle que les bureaux d'aide aux victimes ne sont pas installés au détriment d'autres actions d'aide aux victimes. Ce sont des crédits fléchés que j'ai définis très précisément lors du budget. Les crédits pour les bureaux d'aide aux victimes que je généralise dans tous nos tribunaux de grande instance vont coûter un peu moins de 2 millions d'euros. C'est ce que nous avons estimé pour des places d'ouverture qui sont différentes évidemment selon le territoire et selon l'importance du tribunal de grande instance. Mais il nécessitait vraiment d'installer un bureau d'aide aux victimes dans nos juridictions. Et je me suis déplacée, j'ai vu, parce que nous en avons déjà installé 68. Je m'étais engagée à en installer dans tous les tribunaux de grande instance. L'expérimentation qui a commencé en 2009 avait permis d'installer 50 bureaux d'aide aux victimes. Je me suis engagée à en installer dans tous les TGI et par conséquent sur l'année 2013 d'en ouvrir dans tous les autres, c'est-à-dire une centaine. Nous en avons déjà ouvert 68. Ces bureaux d'aide aux victimes accueillent les victimes, une mission particulière, ça n'est pas au détriment d'autres actions et surtout des associations, mais c'est une présence dans nos tribunaux de grande instance qui permettent un accueil personnalisé pour la victime, qui permettent de l'accompagner dans les audiences,
de l'informer sur le fonctionnement judiciaire en général, permettre aussi de l'aider à procéder à la mise en œuvre, à la mise en exécution des dommages-intérêts lorsque les jugements sont rendus, ou à saisir d'autres structures, y compris les commissions d'indemnisation des deux victimes. Donc il ne s'agit pas de faire double emploi ou de fragiliser les associations des deux victimes. Il s'agit de créer dans nos tribunaux un guichet unique d'orientation qui permet d'accompagner la victime dans la procédure qui la concerne. J'y suis extrêmement attachée, et au point que j'en fais un élément essentiel de la politique publique du ministère dans l'accompagnement des victimes. Et ce mois-ci, j'ai demandé à l'inspection des services judiciaires d'accompagner la mise en place de ces bureaux d'aide aux victimes, c'est-à-dire de se déplacer sur le territoire, de voir les conditions dans lesquelles s'installent et s'ouvrent ces bureaux, les conditions dans lesquelles ils fonctionnent, de repérer les difficultés de relations éventuellement à l'intérieur du tribunal, de relations avec les partenaires, de relations avec les associations de victimes, qui d'ailleurs souvent sont celles qui acceptent de prendre en charge, de tenir, d'animer ces bureaux d'aide aux victimes. Les procureurs et les présidents de tribunaux que j'ai rencontrés sont absolument ravis de la présence de ces bureaux d'aide aux victimes et surtout du travail de très grande qualité effectué par les associations. D'ailleurs, ils les traitent correctement parce que là où je suis allée, les bureaux sont correctement installés. Il faudra que j'aille là où ils le sont moins. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé des chefs de juridiction qui étaient tellement contents et satisfaits du travail qui était effectué qu'ils prennent la précaution d'installer correctement. Je veille à ce que les moyens soient assurés, c'est-à-dire que l'accueil soit effectué de façon anonyme et confidentielle, qu'il y ait un minimum de logistique, c'est-à-dire la ligne téléphonique, l'ordinateur indispensable pour travailler. N'hésitez pas à me faire remonter. Si vous avez connaissance de lieux particuliers où il y a des manques, n'hésitez pas à me faire remonter. C'est à cette condition-là que je pourrais réparer. Nous veillons à ce que ces bureaux d'aide aux victimes trouvent leur place. Ils ne trouveront pas leur place, je le répète, au détriment des associations et notamment de votre réseau. Ils ne trouveront pas leur place à ce là, mais il faut qu'ils trouvent leur place. Donc nous allons les organiser de plus en plus, les installer dans le territoire. C'est pour ça que nous travaillons à une signalétique commune qui permettrait de les repérer partout dans nos TGI. Nous travaillons également à assurer l'information, donc nous travaillons sur une plaquette d'information qui sera remise aux victimes à l'audience par l'huissier qui assiste à l'audience ou qui leur sera adressée en même temps que leur convocation. Je crois pouvoir compter sur vous. Et je vous dis, comptez sur moi, Madame la Présidente. Comptez sur moi, Mesdames, Messieurs les Présidents, pour que d'abord nous remettions de la cohérence dans les interventions gouvernementales sur la politique publique d'aide aux victimes. Ensuite, pour que nous sécurisions votre financement, et enfin pour que nous nous assurions que par votre intermédiaire, une réponse soit possible à chaque victime, quel que soit le lieu où elle réside sur le territoire. Je vous rappelle que dans ma circulaire générale de politique pénale et d'action publique, diffusée en septembre 2012, parmi mes 7 principes directeurs, le 4e principe directeur, c'est l'attention aux victimes, avec la déclinaison précise à l'attention des procureurs généraux et des procureurs d'un certain nombre de dispositions à prendre et de dispositifs à mettre en place pour assurer l'information de la victime, notamment par exemple lors des comparutions immédiates qui souvent prennent les victimes de court, pour informer la victime sur ses droits, sur les possibilités d'indemnisation et pour l'accompagner, pour faire en sorte que la victime se sente immédiatement accueillie, immédiatement prise en charge et indiscutablement respectée. Nous avons un sujet qui n'est pas simple et sur lequel j'ai demandé que le ministère travaille, c'est celui peut-être de la révision des critères d'éligibilité au fonds d'indemnisation des victimes. Ça n'est pas simple, c'est un fonds qui ne dépend pas exclusivement de l'État, puisqu'il est abondé par les assurances notamment, mais il est important que nous prenions en compte les profils différents de victimes aujourd'hui, des infractions qui n'étaient pas prévues et qui provoquent de vrais préjudices, de façon à ce que les victimes de ces infractions-là puissent émarger à ces fonds.
j'espère pouvoir compter aussi sur vous, sur votre expérience, sur votre connaissance des faits et des réalités du terrain pour moderniser, actualiser le fonctionnement de ce fonds d'aide aux victimes. Nous avons une directive européenne que vous avez évoquée. J'ai entendu une impatience pour sa transposition, impatience que je partage. Donc nous veillerons, soyez tranquille, Madame la Présidente, nous veillerons à faire en sorte que cette directive qui a été adoptée en octobre 2012 par le Parlement européen et par le Conseil, que cette directive qui concerne les victimes soit transposée dans notre droit interne. Nous avons un droit protecteur des victimes. Nous avons un droit qui reconnaît le droit des victimes, le besoin de soutien aux victimes, la protection des victimes. Mais il est certain que l'Union européenne souvent nous tire vers le haut, c'est tant mieux. Et pour ma part, j'ai déjà procédé, d'ailleurs pour tout vous dire, en moins d'un an à une douzaine de transpositions d'instruments européens et d'instruments du Conseil de l'Europe, parce que je pense qu'il est extrêmement important d'introduire dans notre droit. J'ai procédé à des transpositions d'instruments sur lesquels j'avais un délai jusqu'à février 2015, par exemple. Donc celui-là, je veillerai à ce que nous puissions l'inscrire le plus tôt possible dans l'agenda parlementaire de façon à procéder à sa transposition. Il dispose dans un article 22 tout à fait intéressant d'un instrument qu'il nous faudra construire, je crois, sur l'évaluation personnalisée des victimes. Cette évaluation personnalisée des victimes n'a pas grand-chose à voir, je crois, mais vous me direz si vous en partagez l'analyse, n'a pas grand-chose à voir avec les enquêtes sociales que nous faisons jusqu'à maintenant, ni avec les expertises classiques commandées par le tribunal. Donc je pense qu'il faudra arriver à construire le contenu de cette évaluation personnalisée de la victime, saisir tous les paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure, les éléments de l'équation personnelle, à savoir qui est cette victime, quelle est sa personnalité, quelle était sa fragilité au moment des faits, quelle est sa vulnérabilité durable, s'il en existe une, quelles sont ses capacités à réagir, à surmonter le traumatisme subi. Il nous faudra arriver à construire cela. Je sais travailler déjà, mais nous ne sommes pas assez avancés pour que je fasse des annonces, mais je sais travailler déjà sur une conception de cette évaluation personnalisée et une expérimentation sur un nombre critique de lieux qui nous permettrait de voir exactement comment éventuellement on améliore le dispositif que nous aurons conçu et comment on le généralise par la suite. Je compte là aussi sur vous, sur votre mobilisation pour que nous fassions un bon travail ensemble. Sur les 08 victimes, nous avons simplement un ESSO. Alors le 08 victimes, moi j'ai été très attachée, je vous ai dit que j'ai tenu, malgré sa mise en cause, j'ai tenu à l'impliquer dans la campagne sur le harcèlement sexuel. Simplement, nous avons la contrainte communautaire d'une part et le rapport de la Cour des comptes, vous le savez. Nous sommes dans une démocratie avec des institutions et un pouvoir accordé, attribué à certaines institutions. Je sais que vous faites un travail depuis plusieurs années, extrêmement important sur cette plateforme. Moi, j'ai reçu des mises en cause que j'ai évacuées parce que je conçois qu'éventuellement une personne était un jour peu satisfaite de l'accueil ou de la réponse. Ça ne m'autorise pas à mettre en cause ni une mobilisation générale et désintéressée, ni un professionnalisme qui s'est construit, acquis, installé à travers le temps, mais surtout un dévouement avec désintéressement de celles et ceux qui tiennent cette plateforme. Il y a eu cette obligation d'appel d'offres sur la gestion de cette plateforme. Les appels d'offres ont eu lieu en décembre. Il m'a été dit que le dépouillement est en cours. Je ne dispose pas des informations parce que je n'ai pas à les connaître, donc je ne peux pas vous les transmettre. Je vous répète ce que j'ai dit l'année dernière. Considérant la qualité du travail que vous avez fourni sur la gestion de cette plateforme, il aurait été en mon pouvoir de vous maintenir sur la gestion de cette plateforme. Je ne l'aurais pas fait, je n'aurais pas hésité un quart de seconde. C'est tout à fait au-delà de moi, donc j'espère en tout cas que les résultats de l'appel d'offres, je le dis à haute voix, je n'ai pas à interférer, mais je dis parce que je pense qu'il n'y a pas lieu de prendre des risques lorsque un réseau d'associations, une fédération comme la vôtre
a fait la preuve de son efficacité, de son dévouement, il n'y a pas lieu de prendre de risques. Bon, nous sommes dans un état de droit, des règles s'imposent à nous, des procédures s'imposent à nous, je m'incline, mais cela ne m'interdit pas de dire à haute voix que j'espère vraiment que vous pourrez poursuivre le travail de très grande qualité que vous avez commencé. J'en viens pour terminer en quelques mots à la thématique que vous avez choisie pour ces 28e assises. Enfin, l'année dernière, c'était 27. Ces 28e assises. Vous avez choisi la confiance numérique et les cybervictimes. Vous avez raison, je disais que c'était un sujet d'une nécessité et d'une urgence impérieuse. Vous connaissez, nous avons entendu aussi parmi les orateurs, nous avons entendu les descriptions de ce qu'est la cybercriminalité. Qui d'ailleurs a deux aspects, un aspect d'une criminalité traditionnelle, ancienne, qui prend une autre ampleur et une autre forme du fait des nouvelles technologies, et puis malheureusement une inventivité, une créativité assez dynamique pour des infractions nouvelles du fait de ces nouvelles technologies. Nous avons quelques chiffres assez inquiétants. On m'a indiqué 164 cyber-infractions repérées, déterminées, 33 000 cyber-infractions constatées en 2010, 33 000 cas, bien sûr, les 164 dont je parle sont les types d'infractions, 33 000 cas indiqués pour l'année 2010, plus de 10 millions de personnes attaquées en fait par la cybercriminalité. On me donne un chiffre impressionnant, c'est 1 toutes les 3 secondes, parce que quand on réduit à ça, on se rend compte que depuis que nous sommes réunis ce matin, il y a eu beaucoup de victimes de cybercriminalité. Et ratio inquiétant, 4 victimes sur 10 seraient des mineurs. Donc 40% seraient des mineurs. Il y a lieu forcément de réagir de façon diligente, mais surtout de façon efficace. Au niveau de l'institution judiciaire, nous avons un certain nombre de réponses, notamment pour les infractions graves. Ce sont nos juridictions interrégionales spécialisées, nos GIRS, qui ont en charge ces procédures. Et vous savez que les GIRS disposent d'un certain nombre de techniques d'enquête et de moyens procéduraux qui leur permettent d'être particulièrement efficaces. Nous avons également des magistrats référents dans nos juridictions, et l'École nationale de la magistrature a été chargée, et elle l'a fait, de mettre en place des modules de formation de façon à ce que sur ces infractions particulières, nos magistrats, nos greffiers, nous ouvrons nos formations aux policiers, aux gendarmes et au personnel des services sociaux qui peuvent être amenés à être dans le premier contact avec la victime, nous ouvrons des formations à ces personnes-là. Donc ce sont nos premières réponses, mais ça ne suffit pas parce que l'ampleur du phénomène est telle, la tonicité de ce phénomène est telle qu'il nous faut apporter des réponses de plus en plus élaborées, de plus en plus fines. C'est ce que nous allons faire avec un groupe de travail qui a été mis en place suite à l'initiative du Premier ministre en février 2011. Nous avons mis en place un groupe de travail qui mobilise le ministère de la Justice, mais également le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Intérieur, ainsi que le ministère délégué à l'économie numérique. Et dans ce groupe de travail, il y a pour feuille de route d'élaborer une stratégie de lutte contre la cybercriminalité. J'ai le plaisir de saluer monsieur le procureur général Marc Robert, procureur général de la Cour d'appel de Riom, qui a accepté sous ma demande insistante de présider ce groupe de travail sur la cybercriminalité. Je vous en remercie chaleureusement parce que je sais que la qualité de l'animation que vous assurerez de ce groupe nous permettra de disposer très rapidement c'est en novembre 2013, en novembre, je fais de la rétroactivité tellement je suis impatiente, la remise de votre rapport, donc merci d'avoir accepté cette lourde responsabilité en plus des charges de votre responsabilité de procureur général à Riom. Donc nous aurons avant la fin de l'année des éléments qui nous permettront d'ajuster les réponses que le ministère de la Justice apporte à cette cybercriminalité malheureusement galopante. Mesdames et messieurs les présidents d'associations des deux victimes, je veux vous dire toute ma gratitude, vraiment ma profonde reconnaissance
pour le travail que vous effectuez au quotidien, parce que j'en prends toute la mesure. Je sais à quel point l'audace dont vous faites preuve, notamment dans la justice restaurative. D'ailleurs, une nouvelle expérimentation aura lieu d'ici à la fin de l'année. Merci à vous. Je travaillais avec le SPIP des Yvelines. Vous avez fait un travail de très très grande qualité à la maison centrale de Poissy. Vous savez que j'émets des exigences en matière de rigueur dans la conduite de l'expérience et dans son évaluation. Je sais que vous aussi, je n'en doute pas. Simplement, moi, le fait d'émettre ces exigences de rigueur, ça me donne une responsabilité supplémentaire, puisque ça veut dire que pour ce qui relève du ministère de la Justice, il faut que je veille à ce que cette expérience soit accompagnée par les personnels, par les experts, par les personnes qualifiées nécessaires pour lui donner sa dimension scientifique. Donc merci, parce qu'il y a là un acte de générosité extraordinaire. Mais en plus de cette générosité qui vous rend capable de dire nous allons mettre en face des auteurs et des victimes, non pas dans le face-à-face dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il ne s'agit pas des auteurs et des victimes de la même infraction, mais d'auteurs et de victimes d'infractions similaires. Il y a une générosité extraordinaire d'oser traverser cette frontière et de permettre aux victimes, dans cette circonstance, dans cette configuration, dans ce cadre-là, de commencer à se reconstruire, d'exprimer leurs exigences, leurs accusations, leurs interpellations, leurs souffrances, mais qui permet aussi aux auteurs parfois de réaliser l'ampleur de leur acte, que parfois la sanction, l'énoncé de la peine ne suffit pas à faire comprendre ce que ça représente de façon sensible pour la personne qui a subi le préjudice, permettre à ces auteurs, s'ils sont capables d'accomplir ce geste-là, cette démarche-là, de se réhabiliter à leurs propres yeux, de se réhabiliter aux yeux des victimes qui ont souffert du fait de leurs actes et de se réhabiliter aux yeux de la société. Donc il y a dans ces démarches non seulement une magnifique générosité, mais il y a aussi un acte civique, parce que ainsi vous contribuez au lien social, vous contribuez à la cohésion sociale, vous contribuez à rappeler que nous appartenons à la même société. Aussi furieux que nous puissions être face à un acte de délinquance, face à un délit, face à un crime, nous sommes dans la société avec ce délinquant et ce criminel. Aussi longtemps que les juges décident de l'enfermer, il reviendra dans la société. Donc il y a un acte civique dans ce fait, dans la démarche que vous avez, qui consiste à faire en sorte que par ces actes-là, par ces faits-là, vous rappeliez que nous sommes dans la même société, que nous appartenons à ce monde-là, à cette communauté nationale-là, à cette France-là. Nous y appartenons, nous en répondons, nous devons faire en sorte qu'elle soit un lieu, un espace de paix publique, de paix civile, de sécurité pour les citoyens. Et la grandeur de ce que vous faites se résumerait à supposer qu'on puisse résumer des actes aussi beaux, aussi grands, aussi grandioses et aussi quotidiens par une expression un peu philosophique ou un peu lyrique peut-être. La grandeur serait la traduction de ce que vous faites, serait dans cette conviction que chacun d'entre vous semble porter en elle, porter en lui, que l'important n'est pas ce que l'on fait de nous, mais l'important est ce que nous faisons de ce que l'on a fait de nous. Je vous remercie.
ça.